vous êtes sur RTL. Buonasera. Ils refont la France sur RTL. Buenos dias. Namaste. Avec Anaïs Bouton. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Ils refont la France. C'est tous les vendredis soirs et c'est l'actualité française lue par les correspondants de la presse étrangère. Comme le dit Vincent, c'est un peu notre Erasmus à nous chez RTL avec ce soir Joël Meskens, le soir de Bruxelles, bonsoir. John Henley, The Guardian, good evening. Tuvo Keller, Dagbladet Information. Juan José Dorado, periodista espagnol. Buenas tardes. Dorado. Merci, bonsoir. Merci à tous les quatre d'être là pour refaire la France au sommaire. Ce soir, les JO, l'étoffe des euros. Oui, messieurs, dames, j'ai tenté un petit jeu de mots subtil. En deuxième thème, on parlera du ministre de la Justice devant la justice. On parlera aussi de Notre-Dame qui retrouve sa flèche. Et on parlera de Renaud qui sort un nouvel album. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Ah oui, ça tout le monde connaît, hein, chariot de feu. Parce qu'on a appris, il faudra casser son PEL ou son livret A pour pouvoir assister aux Jeux Olympiques de Paris entre le 26 juillet et le 11 août, et puis aussi du 28 août au 8 septembre pour les Jeux Paralympiques. On avait déjà les prix astronomiques des billets pour assister aux compétitions. Et cette semaine, la nouveauté de la semaine, c'est les forfaits des transports en commun en Ile-de-France qui ont été rendus publics. Je vous détaille ça. Un ticket de métro en ce moment à Paris, c'est 2,10 €, ça coûtera 4 €. Le pass à la journée passe de 8,45 à 16 €. Et pour la semaine, il faudra débourser 70 € contre 30 € en temps normal. Écoutez la réaction des auditeurs de RTL. Dans les auditeurs, on a la parole toute la semaine chez Lisa Marie Marquez et Eric Brunet sur RTL. Ils sont fous furieux. Quand les étrangers viennent en France, il n'y a aucune raison qu'ils payent plus cher que le prix normal. Quand vous allez à l'étranger, vous payez le même prix que les gens du pays. Les Jeux Olympiques ne s'annoncent pas sous de bons auspices. Alors, en plus, c'est la période de l'été où les gens aiment circuler. Une fois de plus, c'est encore la brimade par l'argent. Mais qu'est-ce qu'ils ont ? Je pense que ça va être un beau cirque, tous ces JO, voilà. Donc, alors, je propose aux Parisiens et aux Parisiennes qu'ils descendent en province, puisque de toute façon, nous, les provinciaux, vu les coûts des tickets, des billets pour la compétition, c'est quasiment inabordable. Ça va être encore un truc, je pense, du grand n'importe quoi, voilà, comme on sait le faire en France. Voilà, comment c'est le faire en France. Joël, je vous interroge sur cette phrase. Ça vous semble tellement français ? Mais c'est festival, hein. dans les témoignages recueillis. C'est vrai que c'est ce qu'on entend autour de nous. Et puis, j'étais estomaquée en plus d'apprendre cette semaine que la France, non seulement avait les Jeux Olympiques d'été de 2024, mais allait vraisemblablement avoir ceux d'hiver de 2030. Donc, il y a certains Français, ceux que vous avez interrogés, qui doivent se dire, mon Dieu, on en prend pour 6 ans. Oui. Et d'ailleurs, tous les Français, je pense, hein, Joël. On en prend pour 6 ans. On ne fera pas un sondage ici, c'est difficile à dire, mais en tout cas, il y avait déjà beaucoup de choses, beaucoup de doutes sur ces Jeux Olympiques. Et c'est vrai que cette nouvelle est venue un peu doucher les enthousiasmes. Il y a eu aussi cette semaine la présentation des périmètres de sécurité avec l'annonce d'un QR code qu'il faudra présenter pour entrer dans certaines zones. Ce fameux QR code de ce sinistre mémoire, si vous vous souvenez du confinement, c'est-à-dire que quelque chose qui n'existait pas dans nos pays. Pendant le confinement, il fallait montrer son QR code pour sortir. Là, il va falloir montrer son QR code pour rentrer chez soi. C'est ce qu'a effectivement annoncé le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Ça commence vraiment à devenir beaucoup. Il n'y a pas que ça. Donc le ticket de métro, même si on peut acheter des carnets en avance, etc., les Parisiens, etc., mais comme il y a les tickets de métro, il y a le réquisitionnement des résidences étudiants contre 100 € la semaine ou un truc comme ça. Il y a de l'histoire des bouquinistes, hein, il y a la vidéosurveillance algorithmique, je ne sais pas ce que ça va donner du tout. Il y a cette histoire de zone, périmètre de sécurité, etc., QR code. Il y a les transports publics qui ne sont pas prêts, c'est ce qu'a dit Anne Hidalgo la semaine dernière, ce à quoi Clément Beaune lui a répondu dans le grand jury que si on serait prêt, mais enfin il y a quand même un doute. Il y a aussi 20 000 agents qui manque, 20 000 agents de sécurité. Oui, ça on a connu ça à Londres en 2012 aussi. On a dû déployer l'armée et aussi des services de sécurité privés pour assurer la sécurité. Ça c'est un problème connu, je pense. Mais moi, mon ressenti un peu, c'est que moi je sais pas, ça pourrait vraiment, je pense, peut-être pas mal tourner, mais on sent que
on est dans un pays qui est quand même peut-être pas fracturé, mais où il y a pas mal de gens qui sont déjà mécontents. Et si ça tourne vraiment en fête, ça devrait être un grand fête mondial sportif, etc. Si ça va être vraiment une fête élitiste, policière, etc. ça pourrait mal tourner. Juan-José, justement pour rebondir sur ce que dit John, je me disais qu'en fait depuis les attentats, je me demandais si c'était possible d'organiser désormais ce type d'événement dans les grandes capitales occidentales, parce que le dernier c'était à Londres en 2012, mais il n'y avait pas eu 2015 à Paris, etc. On a de telles normes de sécurité, Vigipirate, etc. Est-ce que finalement les JO, faut plus les organiser qu'au Qatar et en Arabie Saoudite, qui prend eux ils prennent l'exposition universelle. Ce qui est vrai, c'est qu'un mondial de rugby n'est pas la même chose que les Jeux Olympiques, ni par le nombre de touristes qui vont arriver, ni par les mesures de sécurité qui s'imposent, ni par le périmètre que ces Jeux vont occuper. C'est vrai aussi qu'on ne peut pas non plus les comparer à un mondial de foot qui va être réparti sur 5, 6, 7, 8 villes différentes. Donc c'est très particulier les Jeux Olympiques. Alors c'est vrai qu'il y a cette question de sécurité. Ce qui inquiète le plus, c'est le manque des policiers et d'agents de sécurité. Alors le périmètre, petite anecdote, mon bureau, la cérémonie d'ouverture. Mon bureau est à l'intérieur du périmètre rouge. Donc, je vais devoir... Mais vous êtes où, au bureau ? Avenue Marceau. D'accord. Donc, à côté de la Seine, donc à côté des deux sites, c'est-à-dire les Invalides et les champs de Mars. Et derrière, vous avez les Champs-Élysées avec la Concorde. Donc, il va falloir gérer ça. Il va falloir gérer aussi, pour nous, les voitures des journalistes, pour les périmètres, etc. Donc c'est assez compliqué. Mais j'ai posé cette semaine, je parlais avec la rédaction, et donc j'en avais un, quand je racontais cette histoire des 70 € le pass semaine, il dit, écoute, pour quelqu'un qui va aller voir les Jeux Olympiques, rajouter 140 €, c'est pas énorme. C'est pas énorme parce que déjà, les prix des chambres d'hôtel commencent à partir vraiment très haut, parce que les appartements, tout le monde pense, les Parisiens pensent à louer leur appartement et s'étirer de Paris pendant les Jeux Olympiques, c'est aussi une réalité. Donc, rajouter 140 €, ce n'est pas un problème. Mais c'est vrai qu'on a oublié que ces Jeux Olympiques, au début, les Parisiens n'en voulaient pas. Non. Anne Hidalgo n'en voulait pas. Et quand Londres a eu ceux dès 2012, ça a été vraiment la douche froide et on se dit, on ne le fera pas. Bon, la politique est politique et donc on a décidé qu'on allait redemander des Jeux Olympiques, mais ce n'est pas quelque chose... Mais vous savez pourquoi d'ailleurs ? Pourquoi finalement, puisque personne n'en voulait ? Les Parisiens en voulaient parce qu'il y avait des sondages à l'époque qui montraient effectivement que les Parisiens n'étaient pas très chauds pour... Non, mais même Anne Hidalgo. Je me souviens. C'est vrai. Pourquoi, en fait, on a continué à les demander comme des fous. C'est intéressant. Je pense que c'est quand on a su qu'on allait pouvoir utiliser les infrastructures existantes et que le pari allait être gagnant. Ouais. 10 millions de personnes, Thor, ça vous fait peur pour le Danois que vous êtes? C'est un peu plus que la population de notre pays. Donc, déjà Paris, ça fait un peu peur au niveau de taille, etc. Les villes danoises. Mais pour moi, ça risque un peu d'être des Jeux olympiques à Paris sans les Parisiens. Non, ils n'ont pas l'argent pour payer les prix d'entrée. Ils vont tous partir, ils vont louer leur appartement sur Airbnb. Ils vont tous aller en Provence, comme disaient les messieurs, et laisser aux Américains et Chinois, voilà, habiter chez eux. Et peut-être ils vont gagner un peu d'argent comme ça. Donc ils vont être heureux. Espérons. On va racheter des carnets de métro. Allez, une pause et dans un instant... Selon que vous serez puissant ou misérable, etc., etc. Il fallait bien Michel Sardou pour parler du ministre de la Justice devant la justice. À tout de suite sur RTL. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Anaïs Bouton. Et avec moi, Joël Mesquez, Juan-José Dorado, Torre Keller et John Henley. Un ministre devant la justice, est-ce que ça fait pas tâche ? Est-ce que ça fait pas tâche un ministre de la justice devant la justice ? Ah bah oui, mais là, dis donc, on l'a connu plus bavard.
Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, pourtant connu pour son franc-parler, il n'a pas du tout eu envie de répondre aux journalistes. Le ministre de la Justice qui a été relaxé cette semaine, il avait été mis en examen et jugé par la Cour de justice de la République. Il était soupçonné d'avoir usé de ses nouvelles fonctions de ministre pour régler des comptes avec des magistrats contre lesquels il avait bataillé quand il était avocat. Autre ministre de la Justice autre ministre inquiété par la justice, celui du Travail, Olivier Dussopt, soupçonné de favoritisme dans un marché public passé en 2009 alors qu'il était maire d'Annonay. Encore un nouveau coup dur pour la République exemplaire prônée par Emmanuel Macron au moment de son élection en 2017, Joël Meskens. Vous avez votre petit sourire de Belge qui n'en pense pas moins. Ça commence à faire beaucoup. Hein. Oui. Ça commence à faire beaucoup. Ce qui m'a frappé, c'est le jugement prononcé par la Cour de justice de la République, qui était un peu un jugement en même temps, comme diraient les macronistes. En même temps, le délit était constitué et en même temps, il n'y avait pas d'intention, sachant qu'on avait quand même affaire à Éric Dupond-Moretti, qui est un des meilleurs pénalistes français. Il est permis d'en douter, mais donc du coup, c'est toujours cet éternel... C'est-à-dire qu'il était un peu... Enfin, les faits étaient... avéré, c'est ça, c'est ce que vous dites. Le délit est constitué, c'est-à-dire donc la prise illégale d'intérêt est reconnue par la Cour de justice de la République. Ce qui ne l'est pas, c'est l'intentionnalité. Donc, il a été établi qu'Éric Dupond-Moretti, en quelque sorte, ne savait pas qu'il prenait une prise illégale d'intérêt. À l'insu de son plein gré. À l'insu, voilà, c'est ça, à l'insu de son plein gré. Évidemment, c'est toujours le débat qui ressort sur la Cour de justice, cette cour hybride, mi-politique, mi-judiciaire, qui semble juger les siens avec assez bien de complaisance, parce que quand on regarde sur les 10 affaires jugées depuis son existence, il y a eu 4 relax, 4 peines avec sursis et 2 condamnations avec dispense de peine. Donc ça fait quand même pas très sévère. C'est des parlementaires qui jugent les politiques, c'est-à-dire c'est les 2 pouvoirs qui se font face. Depuis 2017, pas moins de 17 ministres, secrétaires d'État et députés macronistes ont été mis en examen ou éclaboussés par des affaires. Un chiffre élevé et préoccupant, note le quotidien espagnol El Periódico. Vous êtes d'accord avec vos confrères, Juan Rosé ? Bien sûr on est d'accord. Déjà, vous regardez dans l'Espagne, on n'a pas des ministres qui sont obligés de se présenter devant le tribunal suprême. Déjà, la première anomalie, c'est votre système de la Cour de justice de la République. En Espagne, ça s'appelle le tribunal suprême et il n'y a que des magistrats qui donc vont juger les hommes politiques, les ministres, les députés, les sénateurs. Mais ce sont des magistrats. Et que des magistrats. Il y a des magistrats, mais il y a aussi... Oui, mais il y a 3 magistrats et 12 parlementaires. En Espagne, donc, ce système très particulier n'existe pas. C'est que des magistrats qui vont juger les hommes politiques et les ministres. Déjà, effectivement, vous avez dit 10, mais en France, il y a une longue tradition. Écoutez, j'ai habité à un moment donné du côté des Levallois, j'ai connu la famille Balkany, donc vous avez ce don particulier de condamner des hommes politiques qui se représentent aux élections et qui sont élus au premier tour. Donc, on a parlé des... Jérôme Cahuzac d'ailleurs. Jérôme Cahuzac cette semaine. Et puis donc, vous voyez, c'est très particulier. Et puis, je regarde les dernières enquêtes. On regardait une enquête ce matin où 69% des Français ont une mauvaise opinion des juges. Mais aussi... Et des politiques, je ne vous dis pas. Mais aussi de M. Dupond-Moretti. Donc c'est ça qui est peut-être le plus dur à assumer, c'est que les Français ne croient pas à sa justice. Ouais, peut-être qu'un pays a la justice qu'elle veut, qu'elle mérite. Moi, ce qui frappe... Qui dit anglaise, ça. Non, mais ce qui frappe un Anglais, ou les Anglais, je pense, c'est surtout le fait que ces ministres et ces politiques qui sont accusés, mis en examen et condamnés restent quand même en poste. Il n'y a pas de démission. En Angleterre, dès que l'accusation devient plus ou moins sérieuse, on se retire de ses fonctions. Il y avait une jurisprudence baladure, mais apparemment, Emmanuel Macron a changé de stratégie, évidemment. Apparemment, Torkeler, il y a eu une affaire similaire dans votre pays, au Danemark ? Ah oui, c'était pas la ministre de la Justice, c'était la ministre de l'Intégration qui a donné un ordre illégal envers
ses fonctionnaires. Elle a été jugée pour aller 62 jours en prison. Donc, il n'a pas allé en prison, mais elle est restée chez elle. Mais elle a été jugée. Et les élections prochaines, elle a eu 8% de vote. Donc, les électeurs ont validé les choix politiques qu'elle avait pris en tant que ministre. Ah oui, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été réélue. Elle a été réélue. Ah, elle a été réélue. 8%, ça suffit largement. Ah oui, Danemark, parce que 8%, c'est des chiffres, chez nous, ça suffit pas. Hein. Oui, c'est ça la différence entre du système politique aussi. C'est qu'on a la place pour les petites parties au gouvernement. Et... Ah oui, d'accord, oui, la proportionnelle, c'est ça que vous dites. Ouais. Allez, une pause et dans un instant... Alors non, l'amour, ce n'est pas comme une cigarette. La cigarette, c'est pas terrible. On va en parler tout de suite sur RTL, mais on aime quand même Sylvie Vartan. Ils refont la France sur RTL. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Anaïs Bouton. Et avec moi, Jonel Leto-Keller, Juan José Dorado et Joël Mesquens. Alors, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a annoncé ce mardi plusieurs mesures dans le cadre du programme national de lutte contre le tabac. On l'écoute. Je vous annonce la hausse du prix du tabac. Je vais faire Aurélien Rousseau. Le prix du paquet de cigarettes va ainsi atteindre 13 € à la fin du quinquennat, tandis que les espaces publics extérieurs sans tabac vont être généralisés. Comment ça se passe chez vous, chez les Anglais, John Henley? Chez les Anglais, le prix d'un paquet de cigarettes est déjà à 14,40 €. Et il y a un projet de loi qui doit encore être voté, mais qui est dans les tuyaux, qui va en fait interdire la cigarette d'ici 2030 et quelques. On va tout simplement augmenter d'un an, chaque année, l'âge légal pour acheter une cigarette. Ce qui devrait, si c'est voté, faire en sorte qu'un gamin né de 14 ans, donc né en 2009, un gamin aujourd'hui qui a 14 ans, n'aura jamais le droit d'acheter légalement des cigarettes. Mais c'est dingue. Et ça peut passer, vous croyez en France, là, les Gaulois récalcitrants, ça passerait jamais. Ça pourrait être voté. Joël? Alors en Belgique, je peux vous dire qu'à mon avis, il y a beaucoup de Français qui vont aller faire un séjour en Belgique rapidement, avant le 1er janvier prochain, parce que chez nous aussi, le paquet de cigarettes va augmenter. Mais pour l'instant, il est encore, vous trouvez un paquet de cigarettes de 20 cigarettes entre 7 et 8 €. Là, ça va augmenter de 25%, ça va être différent. Mais en plus, le Conseil d'État a autorisé les citoyens européens, il vient d'autoriser, ça date d'il y a quelques jours, à ramener non pas une, mais 4 cartouches de différents pays. Donc je pense qu'il y a des coffres qui vont se remplir entre la Belgique et la France. Juan José, ça clope en Espagne, non? Oui, ça clope et je suis désolé pour les Belges, mais c'est encore moins cher du côté de l'Espagne. C'est à peine 6 € le paquet. Donc la politique espagnole de lutte contre le tabac a commencé en 2003. Donc on a eu à l'époque notre loi E20, comme vous l'avez eu du côté français. Mais par contre, l'Espagne va assez vite et donc elle avait déjà commencé à interdire le fumer dans les plages, dans les parcs, dans les forêts. Aussi dans les alentours de l'école, comme ça va se passer en France, mais aussi aux alentours des hôpitaux et des centres sanitaires. En Espagne, vous n'avez pas le droit de fumer quand vous êtes dans la rue où il y a un hôpital ou un centre sanitaire. Par contre, on a à peu près 100 000 morts par an à cause du tabac. En France, c'est beaucoup moins, puisque c'est 75 000, mais quand même pour 20 millions d'habitants de plus que vous avez. Thor, comment ça se passe au Danemark? Le Danemark, le pays de Hygge, on a toujours le droit de fumer à l'intérieur. Si le bar est assez petit, si le bar fait moins que 40 mètres carrés, vous avez le droit de fumer à l'intérieur. Du resto? Du bar? Pas le resto, mais dans un bar, dans le bar brune, comme on s'appelle, c'est ça. Et c'est 8 € le paquet. Le gouvernement va augmenter les prix, mais ils ont vraiment peur de toucher à ça parce que il y a pas mal de Danois qui fument quand même. Ah bon? Ouais. On les imaginait très sportifs et tout, non? Il court, il fait plein de sport et après il fume un clope. Ok. Bon, les mégots, c'est quand même les mégots jetés dans la rue, c'est 20 000 tonnes de déchets par an dont on ne sait quoi faire non plus. C'est pas terrible de fumer. Allez, une pause et dans un instant. C'est venu le temps des cathédrales. Allez, vous allez l'avoir dans la tête toute la soirée. On parle de la cathédrale et de sa flèche dans un instant sur RTL. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Anaïs Bouton. Et avec moi, Jonel Leto-Keller, Juan José Dorado et Joël Mesquens. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout.
toujours debout, c'est Renaud, et c'est aussi la cathédrale Notre-Dame de Paris. Plus de 4 ans après l'incendie et la chute de la flèche, cette silhouette qui a repris forme en fin de semaine dernière. Alors les 4 parties en chêne massif ont été assemblées au millimètre près en Moselle, et il y a eu des répétitions à n'en plus finir pour être bien sûr qu'ils avaient bien réussir à faire les choses bien correctement. Et la flèche culmine de nouveau à 96 mètres du sol. On vient régulièrement pour voir la progression de la flèche. C'est super passionnant. C'est un peu l'emblème de la France. On est content, on est fiers. On voit juste le bout de la flèche, mais à cause de l'échafaudage, on la voit pas encore. Et la flèche est revenue à Notre-Dame de Paris. C'est génial, génial. C'est un peu bouleversant que ça aille si vite de nos jours, alors que ça a mis si longtemps à être bâti. En même temps, ça donne une idée assez extraordinaire du savoir-faire qu'ils avaient en fait à l'époque. Thor Keller, vous comprenez l'amour des Français pour cette cathédrale Notre-Dame ? Oui, et je pense qu'il est partagé par les Danois. Ouais, par le monde entier peut-être. Oui, mais largement par les Danois. C'est vraiment l'emblème de Paris. Et je sais que tous mes amis, tous les membres de ma famille qui viennent à Paris, ils vont tous voir la cathédrale, même après l'incendie. Ils vont pour voir comment ça progresse. Ils demandent des nouvelles. C'est comme si c'était un membre de la famille pour eux. Comment ça va ? Mais de temps en temps, ils demandent ça avant de demander comment ça va pour moi. Donc, les Espagnols sont aussi fascinés justement pour cette flèche. On a suivi son installation, mais en écoutant les témoignages, il y a quelqu'un qui dit la flèche nous est revenue à Paris. Mais c'est quand même un symbole, parce que le symbole de la catastrophe qui s'est passée il y a 4 ans, c'était quand on a vu s'effondrer cette flèche. Ça, là, visuellement, on disait voilà, il y a un truc qui se passe énorme. Et donc, elle est revenue. Et donc, c'est important, ce symbole est important pour le Français, mais ça l'est aussi pour le monde, parce que 800 ans d'histoire, quand même, il faut la sauvegarder. Oui, c'est vrai. John Henley. Oui, écoutez, ce qui est bizarre, évidemment, c'est que la flèche n'y était pas au début. Elle est arrivée plus tard. Et je sais qu'il y a une polémique autour de si oui ou non. Oui, qui intéresse beaucoup Joël, d'ailleurs. Reconstruit à l'identique, etc. Mais bon, écoutez, la France... Au fond, la France est un pays assez conservateur, je trouve. Et donc, c'était peut-être une occasion ratée. Elle a raté une occasion de faire quelque chose de neuf. Moi, je trouve que bâtir une cathédrale, c'est raconter une histoire, c'est être le témoin d'une histoire. Ce qui s'est passé il y a 4 ans, on ne peut pas le nier. Donc, reconstruire à l'identique, c'est faire comme si ça n'avait pas existé. Je trouve que c'était l'occasion de marquer peut-être une forme de résilience. Il y a eu des projets qui ont été présentés, qui ont été jugés trop audacieux. Je me souviens, c'était Roselyne Bachelot à l'époque qui était ministre de la Culture et qui avait trouvé que le projet qu'on lui avait présenté était phallique. Bon, certes, peut-être. De toute façon, c'est toujours voilà. Mais bon, il y avait peut-être différents projets qui pouvaient. Maintenant, on foutu le pourri. Qui pouvaient être examinés. C'est une occasion manquée. Vous êtes un peu comme le Premier ministre Édouard Philippe qui avait fait un beau texte à l'orée de l'été, je crois, où il expliquait que les cathédrales, justement, c'était des strates d'histoire qui se superposaient, puisque la période de construction est tellement vaste qu'en fait, c'était des techniques nouvelles, etc. Et qu'effectivement, ça aurait pu raconter une autre histoire. Bon, écoutez, on est content avec notre flèche Viollet-le-Duc. On la regardera quand même. Hein, oui, on la regardera quand même. Puis on pensera à vous et à ce que vous nous avez dit, Joël, comme à Copenhague. Et on prendra de ces nouvelles comme le membre de la famille. En tout cas, les images, on a tous ce souvenir de ces images folles de cet incendie où les gens ont vraiment ressenti, vous avez raison, Juan Rosé, une tristesse folle. C'était vraiment, et c'était planétaire. Hein. C'était planétaire. Allez, une pause. Et là, un autre monument français qui sort un album aujourd'hui même et qui a beaucoup parlé avec Steven Bell. Il y a le Renault et le renard. Le Renault ne boit que de l'eau. Le renard carbure au Ricard. Un côté blanc, un côté noir. Et il se confie à Steven Bellery. Vous pouvez retrouver toute l'interview sur rtl.fr. Notre Steven Bellery national qu'on embrasse et qu'on remercie pour ça. À tout de suite sur RTL. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL.
jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Anaïs Bouton. Et avec moi, John Elletore Keller, Brand Rosé Dorado, Joël Mescatz et Eric Silvestro qui passait par là et qui nous a rejoint dans le studio. Vous avez annoncé un monument. Un monument, bah oui, vous êtes rentrés. Je suis rentré dans le studio. C'est un peu notre sorte de monument quoi, qu'on vient réécouter et qu'on vient revoir et à qui on vient dire au revoir aussi, comme il nous l'a dit. 24 ans et là, devant lui, rien que voir son regard, il me donne envie de pleurer. C'est un homme bouleversant, un homme attachant et on lui pardonne tout. C'est rare à l'époque où on est d'avoir un homme comme lui. Et pour moi, c'est le plus grand des chanteurs français, il le restera et ce sera toujours comme ça. Eh oui, non, alors c'est pas vous, Eric. Jusqu'à chanteur, ça marche. Oui, jusqu'à chanteur, ça marchait pour vous. On parle de Renaud, bien sûr, qui sort un nouvel album Dans mes cordes, qui mêle des reprises live et studio d'anciennes chansons. Il s'est confié comme rarement à notre Steven Bellery, je le disais, et vous pouvez retrouver l'entretien exclusif sur rtl.fr. Pour vous, Juan Rosé, Renaud, c'est ça. Malgré toutes nos richesses, leur soleil nous fait de l'ombre. Alors ça commence à dater cette chanson, ça commence à dater et il y a des gros titres, des grandes chansons, des grands titres des Renaud. Mais pourquoi celle-là? Parce que c'est 1985, c'était la famine en Afrique et c'est lui qui a écrit SOS Éthiopie. À l'époque, il y avait Jean-Jacques Goldman, il y a Alain Souchon, il y a Julien Clerc qui était aussi une trentaine d'artistes français qui l'ont chanté. Mais c'est Renaud qui a eu donc la responsabilité d'écrire cette chanson. Rappelez-vous, à la même époque, c'était Michael. Michael qui avait bien sûr écrit la chanson anglaise en anglais. Oui, comment ça s'appelait cette chanson? Il va nous le retrouver, Dany. Et donc voilà, je pense que parmi tous les titres qu'il a chantés, il y a celle-là qui a été écrite par lui aussi et qui méritait d'être ressortie. Vous m'avez appris un truc parce que je pensais que c'était Jean-Jacques Goldman qui l'avait écrite, moi, celle-là. Et en fait, c'est Renaud. C'est lui qui l'a écrit et Goldman chantait parmi tant d'autres. Et ça nous rajeunit pas, hein, Eric, hein. Ça nous rajeunit pas, c'est 85, ça. Hein. Je vous regarde maintenant, John Manley, parce que vous aussi, vous avez un souvenir cuisant de Renaud. Hein, on passe dans un autre chapitre, la chanson pour John. Car aucune femme sur la planète sera jamais plus con que son frère, ni plus fier, ni plus malhonnête, à part peut-être Madame Thatcher. Eh oui. Alors John, qu'est-ce qui s'est passé avec cette Maggie, Miss Maggie? C'est Miss Maggie et c'était 86. C'est Margaret Thatcher, voilà, qui représentait pour beaucoup de Français à l'époque vraiment, la révolution conservatrice, néolibérale, la lutte contre les syndicats, etc. Et c'est une chanson qui était à la base, je pense, Renaud. Après, il a regretté, il a exprimé les regrets. Il a dit, c'était pas personnellement contre Margaret quand on vous appelez votre chanson Miss Maggie, c'est vrai que... oui, mais il voulait dire surtout que toutes les femmes au monde étaient meilleures que tous les hommes dans le monde. Mais voilà, ça a été pas très bien pris en Grande-Bretagne. Ça n'a jamais sorti en Angleterre. Ça a été traduit. Il a fait une version anglaise en anglais qui a fait un tabac apparemment aux Pays-Bas et en Allemagne, mais ça n'est jamais sorti en Grande-Bretagne. Mais il y avait un chanteur anglais quand même pas très connu qui a sorti une disque dans laquel il chantait l'arrogance des mangeurs de grenouilles. En réponse. Ah oui, d'accord, en réponse. Et il n'y a pas eu d'excuses et de diplomatie? Non, c'était une mini incident diplomatique. Ça a fait un peu, ça a fait pas mal de bruit dans les tabloïds qui aiment beaucoup détester la France. Mais non, ça n'a jamais été trop pris au sérieux. Alors on va passer votre chanson tout à l'heure, mais juste qu'est-ce qui représente Renaud pour vous en Belgique? Est-ce que c'est un artiste qui est très connu? Oui, bien sûr. La proximité est tellement grande entre nos deux pays que le répertoire est quasiment le même. D'ailleurs, je m'étonne souvent que les Français s'approprient des artistes belges en pensant qu'ils sont belges tellement oui, alors c'est qui? C'est Brel, c'est Stromae, voilà, Angèle. Parfois, quand j'entends dire ils sont français, non, c'est des monuments, mais pas des monuments français. Ouais. Vous, Eric,
puisque vous passiez par là et qu'on parlait de monuments, vous avez choisi une chanson aussi. T'as les bottes, mon pote, elles me bottent. Je parie que c'est les Santiago. Viens faire un tour dans le terrain vague. Je vais t'apprendre un jeu rigolo à grands coups de chaîne de vélo. Laisse béton. Pour plusieurs raisons. Attends. Laisse béton. Voilà. D'abord parce qu'elle date de 1977, cette chanson. Donc c'est mon année de naissance. Forcément, ça fait un petit clin d'œil. Et non, surtout pour l'histoire de la chanson que Éric Jean-Jean m'a raconté au travers de bonus track qu'on écoute très régulièrement sur RTL. C'est une chanson qui a été écrite en une demi-heure sur un paquet de gitanes. Dans un bar où il allait jouer, dans un bar cabaret dans la Pizzeria du Marais, un peu avant. Et il faut savoir qu'en plus Renaud vient de dire qu'il a arrêté de fumer, donc ça c'est une très très bonne nouvelle pour sa santé. Mais à l'époque, donc voilà, c'était un gros fumeur aussi, et donc il avait écrit cette chanson sur un paquet de gitanes en une demi-heure sur un coin de table. Le côté bad boy loupard que je n'ai jamais été et que peut-être parfois les garçons rêvent d'être un petit peu. Et puis surtout c'est une chanson et l'album homonyme qui va avec, qui a vraiment lancé Renaud et qui est passé des toutes petites salles des MJC et qui a commencé à aller dans des plus grandes salles avec cette chanson. Parfois les meilleures chansons ou celles qui vous font le plus de tremplin sont celles qui ont été écrites au bord d'une table sur un paquet de gitanes, et je trouve l'histoire incroyable au-delà même de la chanson. Super. Alors moi, la chanson que j'ai choisie, c'est une chanson c'est pas l'homme qui prend la mer. Est-ce que tu l'as, ça? C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi, la mer, elle m'a pris, je me souviens. Parce qu'elle me fait penser à mon papa, avec qui je faisais du bateau. Et on a beaucoup écouté cette chanson. Et ça me fait très plaisir. Parce que vous connaissez Renaud Thor, qui est là? Alors, je suis très désolé, mais je pense que si vous allez au Danemark et vous dites le mot Renault, les gens vont penser à voiture. Ah oui. Et c'est pas un manque de respect de mon part. Moi, j'ai écouté aujourd'hui particulièrement ces chansons-là, j'aime beaucoup, mais c'est pas quelqu'un qui est connu au Danemark. C'est comme Johnny Hallyday, pour nous c'est des héros nationaux. Bon, Johnny qui était belge aussi. Absolument. Ah oui, encore un bel exemple de ce que j'essayais de démontrer. Le belge majeur, c'est quand même Johnny. Connu Renaud en Espagne? Pas du tout. Non plus. Et Johnny? Johnny était connu, mais les albums sortaient, mais sans plus. Parce qu'il ne chantait pas en espagnol. Et je vous rappelle que l'une de ses plus grosses chansons, Black is Black, Noir c'est Noir, c'était une chanson écrite par un groupe espagnol. Ah oui? Johnny, moi, mon meilleur souvenir de Johnny, c'est que quand il est allé sur scène à Las Vegas, il a dû affréter 6 avions pour ses fans français, parce qu'il n'y avait pas un seul Américain. Et la pub devant le slogan aux États-Unis, c'était la plus grande star du rock dont vous n'avez jamais entendu parler. Ah d'accord. Alors écoutez les amis, on va se quitter, mais on va se quitter sur cette chanson de Renaud. Cette chanson, elle est pour vous, Thor, et pour la petite Freya, votre fille qui est née il y a quelques semaines. 2 mois. Félicitations, 2 mois maintenant. 2 mois maintenant. Ça fait 4 semaines, je vous signale. C'est une des plus belles chansons françaises sur l'enfance, le temps qui passe. À chaque fois que j'écoute cette chanson, je pleure. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui les arde les murs. Ils sont un peu grands maintenant, mais oui, ça marche toujours, ça marche. Elle est extraordinaire cette chanson. Comment j'étais minot, les bons becs fabuleux. Compliqué chez le marchand, 45 et Minto, caramel. Voilà, merci à tous les 4 d'avoir rendu hommage à Renaud. Merci beaucoup, Eric Silvestro, d'être passé. On va vous retrouver dans quelques minutes. Vous restez là. Je sors du studio et je reste là. Voilà. Ils refont la France revient vendredi prochain, même heure, 19h15. Vous pouvez retrouver l'émission sur rtl.fr et sur l'appli. À tout de suite, Eric, à tout de suite. Mais en attendant, l'essentiel de l'actu avec Aude Vernuccio. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL.